Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action SPI. Donc c'est un opérateur de, on va dire, des services aux entreprises, services assez variés. Ils font du support, ils font de l'électricité, etc. Ils font plein de choses. On est sur un cours de l'action qui est quasiment au plus haut, à 39 €, le plus haut était à 42 €. Donc est-ce que c'est intéressant de se positionner sur SPI à l'heure actuelle? On regarde ça. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires de 6,2%. Toutefois, ça a bien accéléré depuis 2021. C'est une croissance organique, mais également une croissance par acquisition. On a 1,940 milliard d'acquisitions sur la période étudiée, là, sur 10 ans, avec une market cap de 6,660 milliards. Il y a une bonne part qui a été générée grâce aux acquisitions. Alors, donc la croissance est plutôt soutenue, ça c'est encourageant. On va regarder l'évolution des taux de marge. On est en plus sur les taux de marge en augmentation. Alors en tout cas, le taux de marge brut est en augmentation, c'est-à-dire que la société a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix. Maintenant, il est très faible, ce taux de marge brut, mais il faut voir, comme d'habitude, qu'est-ce que met l'entreprise dans sa marge brute. Ça varie en fait en fonction des entreprises, des secteurs, etc. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de comparer cette marge brute par rapport à l'entreprise elle-même, cette évolution par rapport à l'historique de l'entreprise, si elle reste cohérente évidemment dans son calcul, pour voir si l'entreprise a de plus en plus de capacité à monter les prix. Et ça semble être le cas pour SPI, donc ça c'est intéressant. Toutefois, le taux de marge d'EBITDA, lui, ne monte pas aussi vite que le taux de marge brut. Donc là, il y a peut-être une déperdition de l'efficience opérationnelle, c'est un peu dommage. On reste sur un niveau raisonnable à 7%. Et le taux de marge net, lui, en revanche, est quand même proche du seuil de rentabilité, on est assez faible. On peut regarder par rapport au taux de marge de free cash flow qui est bien plus élevé. Ok, donc ça c'est plutôt rassurant. On va voir après, l'entreprise génère beaucoup de cash en fait, même si dans les bénéfices nets, on a des bénéfices nets un peu faibles, donc ça peut provenir de dépréciation, amortissement assez élevés, enfin de plein de facteurs différents. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que ce taux de marge net est plutôt stable, voire en légère augmentation, donc ça c'est positif. On est à mon avis sur un management plutôt qualitatif sur SPI, et c'est encourageant. Alors on regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow, et comme on peut s'y attendre, les free cash flow sont énormément plus élevés que les bénéfices nets. Alors d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que ça vient de la variation du BFR? Alors oui, pour 1,830 milliard, excellent. Donc l'entreprise a de plus en plus de pouvoir d'amélioration du BFR, elle peut faire payer ses clients plus vite qu'elle ne doit payer ses fournisseurs, donc ça c'est excellent. Ensuite, est-ce qu'on a une baisse des dépenses en capital? Oui. Alors ça c'est bien ou c'est moins bien, ça dépend. Si on reste sur la même activité que l'activité traditionnelle et que on veut maintenir l'appareil productif, c'est pas bon, puisqu'on doit maintenir des dépenses en capital équivalentes aux dépréciations et amortissements. Toutefois, si l'entreprise a changé de business model, et que dans ce changement de business model, elle a plus besoin de faire autant de dépenses en capital qu'avant, eh bien, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est à vous de vérifier de votre côté, en allant analyser la stratégie de la boîte et surtout l'allocation du capital. Et est-ce qu'elle a changé de business model à partir de 2019, par exemple, ou dans les quelques exercices suivants? Parce que là, on a une grande différence entre les dépréciations et amortissements et les capex, c'est-à-dire que l'appareil productif du business model précédent, point d'interrogation, a changé. Donc là, on récupère un peu quand même des free cash flow avec ça. Et est-ce qu'après on a des other non-cash items? On en a pour 3,510 milliards. Donc il faut aller voir un tableau de flux de trésorerie, ce qui se passe à ce niveau, de quoi il s'agit. Bon, voilà, vous avez une bonne partie d'explication. Je suis pas sûr que vous avez toute l'explication de la différence. Donc si vous voulez savoir complètement d'où vient cette différence, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie de l'entreprise. Nous, pour valoriser l'entreprise, si elle n'a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow qui représentent mieux ce que gagne vraiment l'entreprise. La rentabilité opérationnelle maintenant. On est sur une médiane de 7,4% en rendement des capitaux investis. On est au plus haut au dernier exercice, à 10,2%. Excellent, donc l'entreprise génère beaucoup de cash. Maintenant, est-ce qu'elle arrive à s'autofinancer? On voit que la croissance est forte. Donc sur la longue route, si la croissance reste à ce niveau-là et que la rentabilité reste à ce niveau-là, elle va devoir s'endetter pour continuer à développer sa croissance, à faire monter sa croissance. Donc ça, à garder en tête. Mais pour l'instant, c'est en tout cas excellent que cette rentabilité soit en augmentation. Ensuite, on regarde l'endettement de l'entreprise. On a une dette nette qui est proche de 3 fois les free cash flow et à 3 fois les l'EBITDA. Donc c'est un niveau qui est un peu élevé. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que pour ce genre d'entreprise c'est plutôt un business model avec des revenus récurrents, avec une prévisibilité des cash flows, donc je pense qu'ils peuvent s'endetter
à ce niveau-là, à 3 fois l'EBITDA, voire à 5 fois l'EBITDA, mais je suis pas quand même 5 fois l'EBITDA, c'est plus pour les on va dire les entreprises de services aux collectivités. Là 3 fois l'EBITDA, là ça me semble raisonnable, voire un peu élevé. Il faudra voir si l'entreprise planifie de baisser sa dette, mais je pense que c'est le cas, hein, parce qu'elle en baisse la dette depuis 2 trimestres là, donc peut-être qu'elle va continuer à baisser cette dette là. Donc ça c'est plutôt la bonne trajectoire. Ensuite, avoir une dette élevée, bien sûr, ça impute les bénéfices, hein, puisque on doit payer des charges d'intérêt de plus en plus élevées si on est très endetté. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que c'est lourd quand même comme bilan, mais c'est pas préoccupant. Ensuite, on va aller regarder la rémunération de l'actionnaire. Alors, on a un dividende de 143 millions qui est payé, ce qui représente un rendement plutôt faible, hein, du dividende. Ça nous fait seulement ça nous fait 2% de rendement du dividende. Toutefois, le rendement de l'actionnaire, alors ce dividende est soutenable, hein, puisque on n'est même pas un tiers des free cash flow, ça c'est très bien. Toutefois, ce qui est moins bien, et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une dilution assez régulière, et en plus sur 10 ans, on a quand même augmenté le nombre d'actions de 10%. Hein. Ça c'est pas terrible, hein. Ça baisse pas mal le rendement de l'actionnaire, puisqu'on se trouve à 1,50 alors que le dividende nous fait monter à 2,10. Donc pas terrible ça pour l'actionnaire de long terme. Il faut voir ce que dit le management par rapport à cette dilution. En plus, ils ont largement les free cash flow pour compenser cette dilution. Maintenant, les free cash flow, les cash flows sont peut-être utilisés pour rembourser la dette, mais quand même, pour l'actionnaire de long terme, on aimerait que ce nombre d'actions soit stable à minima, voire qu'il baisse. Donc en plus, on a les moyens pour le faire. Donc là, petit point négatif sur l'allocation du capital. Ensuite, on va aller regarder la valorisation du groupe. On se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, puisque le groupe est assez endetté. Alors, en médiane, le multiple c'est 9, et à l'heure actuelle, on est à 9,8, donc il n'y a pas de décote par rapport à l'historique. Dans l'absolu, on n'est pas dans une zone value. Ma zone value, ça serait plutôt 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Là, si on zoome un petit peu, le multiple est encore plus bas. Donc, non, je pense que ça sera la conclusion du dossier SPI. Je pense qu'à ce niveau, c'est un peu trop cher pour le type d'entreprise que c'est. C'est plutôt une entreprise... alors, elle voit un peu de croissance. Maintenant, elle le fait aussi par acquisition. Mais pour moi, c'est plutôt une entreprise défensive, typiquement, qui devrait être plutôt une valeur de rendement plus qu'une valeur de croissance entre guillemets, et c'est pas du tout une valeur value. Donc moi je pense que c'est pas intéressant à ce prix-là, SPI. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.